Bonjour à tous, vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme À la une émission réalisée en partenariat avec la chaîne internationale panafricaine Label TV et le cabinet de conseil Global Mind. À travers chaque émission, comme vous le savez, notre objectif, valoriser les acteurs de la transformation économique du continent, les acteurs qui s'imposent par leur action, par leur engagement. Et aujourd'hui, nous avons un homme engagé, un homme passionné. Bonjour Grégoire Djaka. Bonjour madame. Merci infiniment de nous recevoir au siège de l'UAR, ici, à Dakar. Merci, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois dans ce bureau où je travaille tous les jours, 7 sur 7, de lundi à dimanche, avec mes collaborateurs lorsqu'ils sont là. Mais moi, je suis là tous les jours. Tous les jours. Alors, vous avez été diplômé de l'École supérieure de sciences et techniques de l'information et de la communication. Vous avez à Yaoundé et vous avez également été diplômé de l'Université catholique d'Afrique centrale, avant de faire vos états de service, si je peux m'exprimer ainsi, avant de faire le point sur les différents postes, fonctions, responsabilités que vous avez eu à occuper dans votre carrière. Je voudrais que vous puissiez nous parler, nous partager un peu quelles ont été déjà les motivations, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le secteur de la communication et le monde des médias. Mais merci madame. Vous dire ce qui m'a poussé à rentrer dans le monde des médias, ça me semble très difficile parce que j'ai l'impression que je suis né dans ce monde-là. Déjà au séminaire Saint-Paul de Nilon, j'étais en classe de 4e, il me souvient bien, j'avais écrit dans un journal qu'on appelait à l'époque Semaille diocésaine une chronique sur la situation au Tchad. À l'époque, le président Hissène Habré venait de prendre le pouvoir et puis j'ai décidé comme ça en classe de 4e d'écrire une chronique qui est passée comme une lettre à la poste. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse au journalisme. J'ai été directeur du journal École au lycée quand j'étais en classe de première et terminale. Et ensuite, à la fin de ma classe de terminale, j'ai fait le concours tout naturellement pour l'entrée à l'école de journalisme de Yaoundé. J'ai réussi, moi je n'ai jamais été à l'université. Je suis donc rentré à l'école de journalisme, j'en suis sorti 3 ans après. Et j'ai travaillé 7 ans. Et après les 7 ans, je suis reparti à l'école de journalisme pour faire une spécialisation. Au terme de cette spécialisation, j'ai travaillé à la Cameroun Radio Télévision pendant quelques années et j'ai décidé d'aller m'inscrire à l'Université catholique d'Afrique centrale où j'ai fait la gestion des projets et le droit humanitaire. Et à côté de cela, je suis allé dans un cabinet de formation qu'on appelle le CODEV, où j'ai appris, n'est-ce pas, à monter des projets. Voilà mon parcours académique. Académique. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté là, ça vous a servi, puisque vous avez eu justement l'occasion de faire 27 ans à la radio et télévision du Cameroun. Donc 27 ans à la radio-télévision du Cameroun, c'est quand même pas rien. Ces 27 années, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Alors, j'ai l'habitude de dire à mes enfants que la CRTV, c'est mon alma mater. C'est-à-dire que ça fait partie de ma vie, c'est ma vie. Parce que j'ai tout obtenu de la CRTV. D'abord, lorsque je suis affecté, lorsque je sors de l'école, on m'envoie au ministère de la Communication, je passe 2 ans. Et après ces 2 années, je suis affecté à la station régionale CRTV du Nord-Ouest, où je passe 1 semaine seulement avant d'être affecté à la station CRTV du Sud-Ouest à Bouya. Je vais y passer 7 ans. Et là-bas, je faisais tout. Je faisais la radio, on faisait la télé, les reportages radio et télé, jusqu'au moment où le pape Jean-Paul II vient à Yaoundé. Lorsqu'il vient à Yaoundé, donc, on nous demande de venir donner un coup de main à la rédaction. Je viens comme tous les autres et puis je suis retenu à Yaoundé. Après cela, donc, je travaille 1 année seulement et je décide de repartir à l'école. Et à la CRTV, j'ai occupé tous les postes, sauf celui de directeur général. J'ai été chef de service adjoint, chef de service, sous-directeur, conseiller et directeur. Donc vous avez une bonne maîtrise de tous les aspects de la télévision. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans ma fonction actuelle, parce que j'ai fait le journalisme et j'en suis sorti pour aller faire la haute administration à la CRTV, en étant d'abord sous-directeur de la coopération. Après sous-directeur de la coopération, j'ai été nommé
conseiller du directeur général. À l'époque, conseiller, c'était un poste important. Et après ce poste de conseiller, j'ai été nommé directeur des ressources humaines. Je pars donc du poste de directeur des ressources humaines, dont je suis le créateur, ou alors le recréateur, parce que c'est une direction qui avait existé avant moi. Ouais, et qui avait disparu. Qui avait disparu, et puis je suis reparti la créer, et je savais beaucoup de plaisir que j'entends parler de la DRH à la CRTV, ça me fait plaisir. Ouais, et puis alors, depuis 2016, vous dirigez non sans un réel succès l'Union africaine de radiodiffusion. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vous laisse dire que c'est un succès ou pas. Moi, je prends ça avec beaucoup d'humilité. Je crois que je suis arrivé ici au moment où la maison était en train de tomber. On ne parlait presque pas de l'UAR. Et j'ai trouvé ici des hommes et des femmes qui travaillaient au quotidien, mais qui avaient besoin peut-être d'un peu d'être boostés un peu. Et ce que nous avons essayé de faire. Alors, qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Nous sommes nés des cendres de l'UTNA. L'UTNA qui elle-même a été créée par les chefs d'État. Je reviens d'ailleurs d'Addis Abeba, où on m'a demandé de renouer le lien entre l'Union africaine, entre Addis Abeba et Dakar. Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous formons les journalistes. Nous participons à des séminaires pour le compte des journalistes. Mais surtout, nous nous intéressons à toutes les questions qui concernent la profession de journalisme. Et singulièrement, celle de journalisme de l'audiovisuel. C'est ainsi que nous entrons dans tous les grands débats de cette profession. Nous organisons par exemple des séminaires, des forats sur des thèmes tels que la question épineuse des contenus. À l'heure de la numérisation, vous savez, la plupart des chaînes de télévision chez nous avaient une seule chaîne, si on peut dire comme ça, avec une seule grille de programme. Et ces chaînes de télévision avaient toutes les difficultés à remplir cette grille de programme. Aujourd'hui, avec la numérisation, il y a une multiplicité de chaînes. Je prends le cas de la RTS, elle aura, je crois, 6 chaînes. La Côte d'Ivoire aura 6 chaînes. Le Cameroun à la CRTV aura 6 chaînes. Alors, si on avait déjà des problèmes à remplir la grille des programmes, de programmes de qualité authentique, si on avait les difficultés à les remplir pour une chaîne, qu'en serait-il de 6 chaînes? Oui, vous voyez que c'est un gros challenge. Un gros challenge. Et lorsque vous regardez en Afrique, singulièrement en Afrique au sud du Sahara, vous vous rendez compte que la plupart des pouvoirs politiques se sont occupés de ce que j'appelle souvent la quincaillerie, c'est-à-dire les émetteurs, les pylônes et autres, les studios, mais en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu, madame. Oui. Lorsque vous restez chez vous le soir à regarder la télévision, à regarder une émission, vous ne distinguez même plus l'appareil. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un Samsung, un Philips ou c'est la qualité du programme. Ce qui est important, c'est ce que diffuse la chaîne de télé. Et c'est l'essentiel. Alors, je crois que oublié, ça. Oui, je crois que justement, sur ce point-là, vous avez réussi à initier quelque chose d'assez impressionnant en créant un réseau de partage de programmes sur le continent africain. Si je ne me trompe pas, dernièrement, vous avez même été primé pour cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci, madame. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait un projet qu'on appelait le projet MENOS, qui tardait à se traduire en actes. Alors, j'ai commencé des consultations. Et à l'époque, en 2016, on n'avait pas de moyens pour le lancer. Nous avons donc commencé à attirer l'attention des chaînes de télévision sur ces questions en organisant à Dakar un forum sur la question des contenus. Et l'intérêt que nous avions sur cette question a provoqué l'admiration de ASBU. ASBU, c'est l'Union sœur arabe qui est rentrée en contact avec nous, et avec elle, nous avons mis sur pied notre réseau d'échange de programmes. Et à côté de ce réseau d'échange de programmes, nous avons contacté aussi avec les Canadiens. Et on a aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux d'échange de programmes. Et comme vous le disiez, 3 mois seulement après la création de ce réseau, nous avons été primés comme étant l'un des meilleurs du monde. Parce que, voyez-vous, lorsque vous produisez à Dakar,
vous produisez à Dakar, vous mettez cette production sur le réseau, on va la regarder à Yaoundé, on va la regarder au Maroc, on va la regarder partout à travers. Il y a un vrai partage qui se fait. Il y a un partage, mais surtout au-delà du partage, nous amenons nos membres à écrire eux-mêmes l'histoire de leur pays, à écrire eux-mêmes l'histoire de leur zone. Généralement, ou très souvent, on nous a dit l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est la misère, l'Afrique c'est... À partir de notre réseau, vous voyez qu'il existe en Afrique des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes et des femmes qui contribuent au développement de leur pays. Mais bien plus, bien plus. Lorsque vous êtes par exemple au Botswana, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le Sénégal, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le Cameroun. À travers ce réseau, nos pays peuvent se connaître, les Africains peuvent se connaître, se rapprocher, avoir des interactions. Pour nous, c'est la grande réussite de notre premier mandat, et je crois que c'est ce qui a motivé les différents membres du conseil d'administration pour nous réélire à la tête de cette union une année avant la fin de notre mandat. Je crois que c'était sans précédent, ça. Écoutez, c'est la grâce, et surtout on a trouvé une équipe dynamique, et comme on dit, Dieu a su à un moment mettre des gens importants et des gens qui avaient la clé sur notre chemin. Alors justement, je parlais d'une actualité qui est riche et de succès. Vous venez pour la première fois dans l'histoire de l'UAR de remporter un appel d'offres important, puisque vous avez la charge de la diffusion de tous les matchs de la CAN 2019 et 2021. Vous avez remporté cet appel d'offres. Comment ça s'est passé? Ça aussi, c'est une vieille Après histoire. 4 années de travail, j'imagine que vous avez travaillé le dossier avant de le présenter à la CAF. Non, lorsque je viens ici à Dakar, à l'UNA, j'ai déjà un background de négociateur de droits de retransmission, parce que lorsque j'étais conseiller à la CRTV, je m'occupais de ce volet. C'est ainsi que j'ai négocié les droits de la Coupe d'Afrique qui a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, et puis beaucoup d'autres compétitions, les qualifiers et autres. Donc, j'avais déjà une petite idée. Une expérience. Oui. Et lorsque j'arrive à l'Union, j'arrive d'abord comme membre du conseil d'administration représentant la CRTV. Donc, je venais aux réunions de l'UAR et j'ai vu comment les hommes et les femmes qui dirigent les médias en Afrique au sud du Sahara souffraient de cette question-là, souffraient à cause de la question des droits. Donc, quand on lance l'appel à candidature ici, on dit, citez 3 questions qui vont vous intéresser pendant votre mandat. Alors, je mets le premier problème, les droits de retransmission. Et chercher à trouver des solutions. Oui. Parce que jusqu'alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce sont des intermédiaires, souvent qui viennent d'autres continents, qui avaient ces droits-là. Et qui donc faisaient, tout à fait, qui arrivaient à s'enrichir avec ça. Voilà, tout à fait. Donc quand j'écris, premier problème que je vais chercher à résoudre, les droits de retransmission. Deuxième problème, la question de, justement, la question de champ de programme. Et puis je me souviens que le jury qui est en train de m'examiner dit, mais la question des droits de retransmission, mon cher ami, vous ne pouvez rien. Il me dit, vous ne pouvez rien, parce que ceux qui les gèrent sont forts, ils sont puissants, ils ont l'argent, ils vont vous écraser. Eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de dire à cet aîné aujourd'hui que nous y sommes. Nous avons les droits de retransmission. Vous avez réussi. Alors, le chemin, vous m'avez demandé quel est le cheminement. Je voudrais dire en toute humilité que c'est un travail d'équipe. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Quand je viens, la première chose, 6 mois après mon arrivée, je fais un séminaire à Dakar sur la question des droits de retransmission. Et l'actuel directeur général de la RTS, M. Rassi Tala, me dit, mais on peut parler au président de la République, il est très préoccupé, et par cette question, il a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Je lui ai dit, mais allons-y, on une note au président de la République, c'était un soir, et le lendemain, on me dit, le président de la République va vous recevoir demain pour enregistrer un élément. C'est ainsi que pour la première fois, je me retrouve devant le président Macky Sall. Apporter ce plaidoyer pour que ces droits-là soient d'abord africains. Je me rends compte effectivement que le président Macky Sall était très bien imprégné de cette question.
Il a pris la parole, il nous a expliqué, après on a dit on va enregistrer. On a enregistré un élément qui a vraiment été le point de départ de toute notre action. Parce que le président de la République a tempé le décor et il nous a donné des orientations. Et ces orientations, nous avons commencé à les traduire en actes. Et la première traduction en actes, c'est que nous avons décidé, au cours d'une réunion, de faire en sorte que les droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations ne se négocient plus individuellement, se négocient en groupe. C'est ainsi que nous avons eu, pour la première année, 24 mandats de pays. Après avoir fait une tournée dans chaque pays, hein, oui, on a fait essayer. Une tournée pour les mobiliser, mais on a tenu aussi la réunion de Dakar. Nous avons eu 24 mandats. Et avec ce mandat-là, nous nous sommes attaqués au groupe Lagardère. Nous sommes allés à Paris, rencontrer le groupe Lagardère, et ça s'est très bien passé. On a eu trois réunions successives, et à la fin de ces réunions, on a signé un accord-cadre qui a eu le succès qu'on connaît. Alors, pour qu'on comprenne bien, le groupe, quel est le rôle du groupe Lagardère dans la transmission, dans la diffusion? Les droits de retransmission. C'est à ce groupe-là que la CAF avait donné les droits de retransmission jusqu'en 2028 en Afrique au sud du Sahara. Donc, lorsqu'on a signé l'accord, on s'est dit, ok, c'est très bien. On a essayé de travailler, on a essayé de comprendre un peu le mécanisme. Et puis, nous nous sommes retirés. On a commencé à fourbir nos armes. Et nous sommes allés à Kigali pour l'Assemblée générale. Et il me souvient de cette question que le président Paul Kagame m'avait posée. Il m'a dit, Monsieur N'Djaka, Monsieur le directeur général, comment expliquer qu'une compétition qui se joue en Afrique avec des joueurs africains sur les stades africains et les financements des gouvernements africains, une confédération africaine peut-elle être retransmise par des étrangers? Je lui ai dit, Monsieur le Président, avec votre soutien, nous y parviendrons. Nous étions nombreux, les directeurs généraux et moi, et à la fin, lorsque le président de la République est parti, nous nous sommes retrouvés, on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et cela a été un autre coup de pouce que nous avons eu après celui du président Macky. Quand nous sommes rentrés à Dakar, nous avons dit, nous allons postuler pour les droits de la CAN. Mais alors, l'Union avait une grande faiblesse, c'est les moyens financiers. Lorsque on nous a appris que Lagardère s'est retirée du groupe, de cette opération, et qu'il y avait des gens, des intermédiaires qui voulaient revenir parce qu'ils avaient été chassés, nous avons dit non, aujourd'hui là, cette fois, c'est la bonne. On a monté un bon dossier et ce dossier a été soutenu par des partenaires privés et ce dossier a été retenu par la CAF. Mais je voudrais prendre avantage de votre interview, de cette conversation, pour dire que le dossier de la CAF, le dossier que nous avons envoyé à la CAF, de mon point de vue, à lui seul ne suffisait pas. Il y a aussi, je pense, le soutien. Nous avons trouvé à la CAF le soutien des Africains, de bons Africains, le conseil exécutif. Mais nous avons trouvé le soutien surtout du président de la CAF, le président Ahmad Ahmad. Il faudrait que les Africains le sachent, que si aujourd'hui nous avons les droits de retransmission, c'est en partie et en très grande partie à cause du président Ahmad Ahmad qui a compris les véritables enjeux, qui a compris que nos médias devraient se restructurer autour d'un produit, autour d'un événement comme cela, qui a compris que l'Afrique aujourd'hui doit se prendre en charge. Et cet acte patriotique, cet acte panafricaniste, me semble-t-il, passe presque anodin. On dit le directeur général, l'UAR, mais non. Je crois qu'il faut dire merci à la CAF. Il faut remercier à la CAF et surtout remercier M. Ahmad Ahmad pour son implication, pour sa vision, son impartialité et surtout pour l'amour qu'il a pour l'Afrique. Excellent. Alors on le sait, ce que les Africains aiment en particulier, c'est le football. Alors en gagnant les droits de diffusion, vous avez remporté un package, et c'est ce qu'on explique peut-être assez peu. C'est pas uniquement la diffusion de la CAN, mais c'est aussi d'autres compétitions. Elles sont nombreuses. Il y a là-dedans la Coupe d'Afrique des Nations, certes,
mais il y a la Coupe de 2019. 2021, il y a le beach soccer, il y a les U23, U20, U17 et les Women's, vous madame, la Coupe d'Afrique féminine. Voilà, on a un package d'environ 10 compétitions. Alors, si on devait donner peut-être quelques chiffres pour les téléspectateurs, aujourd'hui, la CAN, qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres? Disons que la CAN a à un moment pris du plomb dans l'aile. C'est d'ailleurs ce qui explique notre implication. La CAN, moi je voudrais en parler surtout en termes de participation des Africains. En 2015, je crois, en Guinée équatoriale, on avait une vingtaine de pays qui ont retransmis la Coupe d'Afrique des Nations. En 2017... Ce qui est très faible, hein? Oui, en 2017, on a eu 14 pays. 14 pays parce que le Sénégal, le président Macky Sall, avait décidé de payer pour la Guinée-Bissau. Et en 2019, c'est l'UAE qui gère. C'est-à-dire c'est l'UAE qui avait fait la remarque, qui s'était plaint du fait que la Coupe d'Afrique n'était plus africaine, elle se limitait à quelques pays. Madame, notre objectif aujourd'hui, nous avons 40 pays dans notre portefeuille. Nous souhaitons, nous voulons, nous travaillons de tout cœur pour que les 40 pays puissent diffuser. Nous travaillons de tout cœur, avec toute notre énergie, pour que cette compétition soit réellement panafricaine. Soit rendue au peuple africain, soit rendue à nos dirigeants, qu'elle ne soit plus une compétition qui est confisquée par un certain nombre de pays. Nous sommes avec la CAF en train de travailler, avec la bénédiction de la CAF, pour que cette compétition redevienne une compétition populaire, une compétition, et toutes les autres compétitions d'ailleurs, deviennent populaires, qu'elles soient africaines, qu'on y voit, qu'on y sente l'âme de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique c'est l'enthousiasme aussi. L'Afrique c'est la passion. Et l'Afrique c'est aussi le beau. Nous donnons beaucoup au football mondial. Il faudrait que, à partir de 2019, toute l'Afrique se retrouve autour de ses enfants. Toute l'Afrique se retrouve autour de la CAF. Toute l'Afrique se retrouve autour du ballon rond et que ce ballon qui aujourd'hui, n'est-ce pas, rapproche les peuples, ce ballon qui aujourd'hui est un grand vecteur de la paix sociale, n'est-ce pas, soit rendu au peuple africain. Alors, précisément, pour s'assurer de ça, pour garantir que justement la diffusion sera suffisamment large et que tous les téléspectateurs, tous les amateurs de football partout sur le continent seront en mesure de pouvoir eux aussi visionner les matchs de la CAN, quels sont les préalables? Est-ce que nos télévisions sont préparées à pouvoir assurer une transmission de qualité? Ben oui, il y a des efforts importants qui ont été faits. Je prends l'exemple de cette chaîne de télévision, Label TV. Vous avez vu la qualité des images de Label TV? Est-ce que vous connaissez, même en Europe, plusieurs chaînes de télévision qui ont cette qualité d'image-là? Non, il faudrait que nous fassions confiance en nous-mêmes et qu'on arrête de nous infantiliser. En Afrique, il y a des chaînes de télévision de très grande qualité. En Afrique, il y a, madame, des professionnels de très grande qualité. En tout cas, qu'ils soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité, nous les aimons en tant qu'Africains et ils vont diffuser la Coupe d'Afrique pour le peuple africain. Vous savez, il n'y a pas que le football. Les Africains regardent la télé tous les jours, les informations tous les jours. Ça veut dire qu'ils ont un standard qui est le leur. Il faudrait que l'on puisse faire la promotion de ce standard. Alors on va parler des enjeux aujourd'hui de la télévision sur le continent. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour soutenir nos champions nationaux, internationaux, une chaîne comme Label TV qui est panafricaine et internationale. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour soutenir l'effort de ces privés dans leur volonté d'assurer un contenu de qualité par les Africains aux Africains. On va en parler. Si on revient un petit peu sur cette CAN 2019, je pense qu'il y a un aspect qui peut nous intéresser et qui peut être un frein. Quel sera le coût pour la transmission des matchs pour les chaînes de télévision? Et est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer, même de manière sommaire,
Comment ça va se passer pour sélectionner les chaînes qui seront habilitées à pouvoir diffuser les matchs? Notre vocation, justement, n'est pas de sélectionner. Notre vocation est de faire en sorte que toutes les chaînes diffusent. Hélas, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas possible. Il faut savoir que dans chaque pays, il y aura au moins, nous avons notre portefeuille, c'est 40 pays. Dans chaque pays, il y aura au moins une chaîne qui va diffuser. Et depuis quelques jours, et ça c'est déjà fait, nous nous sommes rapprochés de tous les pays, les 40 pays. Et nous avons déjà signé des contrats avec certains de ces pays. Nous sommes en négociation avec les autres. Il y en a qui traînent les pas. J'ai entrepris moi-même de descendre sur le terrain pour discuter avec eux. Pour discuter avec eux, non pas seulement pour les amener à signer les contrats avec nous, mais pour savoir quelles sont leurs difficultés, quelles sont les autres difficultés auxquelles ils font face. Et comment les accompagner concrètement? Comment les accompagner? C'est dans ce sens, par exemple, nous organisons ici pour la première fois, du 21 au 23 mai, un séminaire de formation. Parce que ces pays vont certainement s'engager financièrement. Mais nous avons obtenu la CAF qui puisse avoir des plus grandes plages publicitaires. Ça veut dire que pourquoi? Avant, le signal venait plein, ils n'avaient toujours pas la possibilité de le faire. Cette fois, ils auront une plus grande possibilité d'alimenter les chaînes, d'alimenter leurs chaînes en publicité, c'est-à-dire c'est des revenus additionnels. Nous allons donc organiser ici ce séminaire du 21 au 23 mai. C'est un séminaire qui concerne les directeurs marketing, c'est un séminaire qui concerne les directeurs de programme et puis des directeurs des affaires juridiques. Voilà notre contribution. Et nous allons, pendant toute la compétition, donner des éléments, ce qu'on appelle couramment les highlights, c'est-à-dire les grands moments des compétitions à nos chaînes de télévision respectives. Voilà comment nous avons conçu cela. Il faut demander, on vient vers vous, on discute, on trouve un modus vivendi. Mais il y a un cahier des charges. Voilà, il y a un cahier des charges, on vous accompagne. Le cahier des charges a ceci de particulier qu'il vous accompagne. Mais pour qu'il vous accompagne sérieusement, il faut déjà que vous l'ayez compris. C'est pour cela que nous organisons ce séminaire-là, pour former les gens, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent surtout adhérer. C'est important. C'est important. C'est important. Et autrefois, madame, la période de discussion, la période de négociation de droit était une période conflictuelle. Nous l'avons transformée, ou nous sommes en train de la transformer en une période de partage. On reçoit généralement ces moments, on se connaît avant, on parle, on se rappelle ce que nous sommes dit pendant nos réunions, nos assemblées générales et la situation sur le terrain. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de télévisions soit en mesure de pouvoir rediffuser les matchs de la CAN. Est-ce que quand on est une société, quand on a une télévision privée, une télévision publique, on a les mêmes chances de pouvoir avoir la possibilité de diffuser ces matchs-là? Et est-ce que les télévisions qui sont membres de l'UAR sont peut-être plus privilégiées que d'autres? Mais cela va sans dire. Je ne vais pas être amené à dire une contre-vérité. Lorsque vous êtes membre de l'UAR, ça veut dire qu'on vous connaît. Ça veut dire qu'on connaît vos véritables capacités. On connaît votre moralité. On connaît votre relation avec l'argent. On le connaît. Parce qu'il faut des garanties aussi. Voilà. Des garanties c'est plus bancaires. facile pour nous de travailler avec cela. Mais la CAF nous a dit aussi de nous ouvrir aux chaînes de télévision privées. Et je peux vous dire, madame, que déjà, cette prescription a trouvé un terrain favorable, puisque même au sein de l'UAR, nous avons ouvert nos portes aux partenaires privés. Et le président, le directeur général de la Belle TV, est membre du conseil d'administration de l'UAR. Il est le secteur privé. Nous avons décidé de nous ouvrir parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de médias audiovisuels en Afrique en excluant le secteur les privés. Ils font partie de ce dynamisme-là. Ils apportent une contribution appréciable au développement
de ce secteur-là. On ne peut plus les ignorer. Bien. Alors, on assiste à quand même quelques phénomènes qui peuvent apparaître comme étant regrettables. Il y a une concurrence qui semble se dessiner dans certains pays, notamment sur le Sénégal. On l'a suivi un petit peu dans l'actualité. Des chaînes privées, publiques, qui semblent faire, en tout cas introduire, une forme de débat sur comment s'assurer ou comment garantir l'obtention des droits de diffusion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, quels sont les enjeux et comment est-ce que ce problème est soit réglé, soit en phase de l'être? Et de quoi s'agit-il précisément? Pour clarifier peut-être une situation qui peut apparaître un peu nébuleuse. Oui, madame, il n'y a rien de nébuleux. Ce pays qu'on appelle le Sénégal, ce très beau pays, a opté pour la diversité. Le Sénégal, c'est la diversité. Au niveau politique, déjà, les acteurs politiques, n'est-ce pas, sont divers. On parle de plusieurs partis politiques. On a vu l'élection présidentielle ici au Sénégal, où les Sénégalais, n'est-ce pas, chacun décidait de son camp. Il disait, ça c'est mon candidat, je suis pour le président, je ne suis pas pour le président. Ça fait partie des règles du jeu ici. Ça fait partie du vivre ensemble du président. À côté de cela, il y a les médias. D'abord, les médias des services publics, il y a le Soleil, il y a la RTS. Mais encore une fois, la démocratie est passée par là. On a vu naître des secteurs privés forts, des secteurs privés dynamiques, qui aujourd'hui tutoient, il faut le dire, le secteur public de l'audiovisuel. Il faut faire avec. Pour nous, il est question d'accompagner ces chaînes de télévision. Alors, toutes sont intéressées par la CAN, par les événements créés par la CAF. Mais il faut commencer par dire que tous n'ont pas de moyens. Mais il y en a qui ont des moyens et qui ont manifesté leur désir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des collaborations possibles? Vous parliez tout à l'heure de la nécessité aussi de pouvoir se fédérer, travailler ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des joint ventures qui peuvent être faites pour justement garantir, parce que à la fin de la journée, ce qui va nous intéresser, c'est d'être sûr que tous les matchs pourront être diffusés largement et de manière et avec de la qualité. Nous n'avons pas, nous, au niveau de l'UAR, de leçons à donner à qui que ce soit. Nous n'avons pas, au niveau de l'UAR, de code de conduite à donner. Même si, il faut le dire, un consensus ne nous serait pas dérangé. Mais alors là, en tout cas, favoriser le dialogue. Alors, nous avons essayé, mais on a échoué sur ce plan. Les groupes sont chacun campés sur ses positions. On a organisé des rencontres, on a reçu des responsables ici. Il y en a qui ne sont même pas venus, qui estimant que nous avions un parti pris. Et je ne dois pas ici vous dire que refuser le fait que la RTS soit un membre influent de l'UAR. Mais alors, la solution que nous avons trouvée avec la CAF, c'est de lancer un appel d'offres au Sénégal. Alors, celui qui va gagner aura la liberté de composer avec les autres. Puisqu'apparemment, c'est une question de leadership. Chacun veut que les autres s'alignent sur ses positions. Nous avons essayé de tout faire, on n'a pas pu. Nous lançons l'appel d'offres et nous espérons, au terme de l'appel d'offres, lorsque chacun saura quelle est sa position, ils pourront négocier plus facilement. Alors l'appel d'offres a été lancé, je crois, mercredi. Quels seront les délais et mercredi prochain, nous allons ouvrir publiquement, je dis bien publiquement, les offres et nous allons voir quelle est la chaîne de télévision. D'accord. Dans quel délai? Ça fait une semaine seulement. D'accord. Alors, il y a des conditions financières qu'il faut remplir. Il y a aussi des conditions techniques. Parce que, voyez-vous, si on donne à une structure qui ne couvre pas tout le pays, elle a beau nous donner de l'argent, nous ne serons pas satisfaits. Notre objectif, je vous l'ai dit au début de cet entretien, étant que tout le monde puisse regarder la Coupe d'Afrique. Donc, il y a cet objectif technique, la couverture entière du territoire, il y a l'objectif financier, et puis il y a aussi la capacité à fédérer les autres chaînes de télévision pour que ça puisse marcher. Très bien. Alors,
Je voudrais qu'on revienne un petit peu, si vous le voulez bien, sur les enjeux aujourd'hui. Quand on parle de radio, télévision sur le continent africain, de quoi on parle? Quels sont les acteurs en puissance? Il me semble que c'est aussi dans le rôle de l'UAR de pouvoir soutenir et promouvoir les acteurs dans le secteur privé, mais public aussi. Et c'est ce que vous faites à travers ce que vous nous avez expliqué. Mais aujourd'hui, quand on parle de la situation, si on doit donner un peu l'état des lieux des radios et de la télévision sur le continent africain, où en sommes-nous et quels sont les principaux défis, notamment probablement le numérique, auquel nous sommes confrontés? Ben, il faut dire que c'est un monde, c'est un secteur en plein développement. Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres pour qu'on... C'est un secteur en plein développement. On ne peut pas vous dire aujourd'hui avec exactitude le nombre de chaînes de télévision, mais ces chaînes se comptent en milliers. Pour le seul Sénégal, on a plus d'une dizaine. Donc, c'est un secteur en pleine expansion. D'abord, sur le plan de la qualité des hommes qui les animent. On voit de plus en plus des jeunes bien formés qui étaient quelquefois dans le secteur public, qui décident de revenir, n'est-ce pas, dans le secteur privé, créer leur propre entreprise et qui les gèrent et animent de manière très professionnelle. Alors, est-ce que c'est facile d'être rentable quand on lance sa chaîne de télévision sur le continent africain? Et est-ce que c'est facile de pouvoir monter une chaîne à dimension panafricaine, voire internationale? Est-ce que la facilité fait partie des choses de l'univers des grands hommes? Non. Non, la facilité ne fait pas partie. Donc ça se fait dans la difficulté. Mais c'est toujours dans la difficulté qu'on est. C'est toujours dans la difficulté qu'on se crée. C'est toujours dans la difficulté qu'on se connaît soi-même à travers une sorte d'introspection, un voyage intérieur. Oui. Alors, il y a une réalité que vous connaissez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la scène africaine, on assiste à l'émergence de grandes chaînes de télévision, souvent internationales, qui arrivent à diffuser largement des contenus et qui sont souvent privilégiés par les grands annonceurs pour diffuser leurs contenus et leur publicité, ce qui est un peu moins le cas. C'est un tort. C'est un tort aussi. Comment on peut inverser la vapeur? Ben, il faudrait déjà que nos chaînes de télévision continuent à s'améliorer par leur contenu. Il faudrait que les publics puissent savoir que la vraie histoire de l'Afrique se raconte sur les chaînes de télévision africaines, dirigées par les Africains. C'est important ça. On va prendre un exemple concret. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, plus de 80% des contenus qui sont diffusés ne sont pas souvent, notamment sur les chaînes du câble, produits en Afrique, on assiste à l'émergence des telenovelas, à l'émergence d'un certain nombre de programmes, de séries qui viennent d'ailleurs, qui sont achetés et qui aujourd'hui inondent littéralement nos chaînes de télévision. On est sur des contenus qui sont très éloignés de nos réalités et qui ne permettent pas nécessairement de promouvoir aussi la richesse culturelle que nous avons. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour agir là-dessus? Ben, il faut déjà savoir que tout ce qui brille n'est pas or. Il faut savoir que... Est-ce qu'il n'y a pas une régulation? Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité aussi d'imposer, je ne sais pas, des quotas Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que tout ce qui brille n'est pas or. Et ces chaînes de télévision qui viennent chez nous, les chaînes de télévision étrangères, viennent quelquefois véhiculer des messages qui ne sont pas propres à notre culture, qui ne s'impliquent pas dans notre culture. Et il faut savoir qu'une émission de télé, une émission de radio n'est jamais neutre. Elle fait la promotion d'une culture. Bien sûr. Nous aussi, nous avons besoin de faire la promotion de notre propre culture. C'est pour cela que les gouvernements en Afrique ont créé, comme un peu partout, ont créé les structures qu'on appelle les régulateurs, pour justement donner des quotas. C'est important d'avoir des quotas dans ce domaine. Je me rappelle, lorsque j'étais à la Cameroun Radio Télévision, nous avions 70 pour les quotas pour les programmes nationaux et 30% pour les programmes étrangers. J'avoue que ça devient un peu plus difficile avec la numérisation, où il y a beaucoup de chaînes qui se créent et on ne sait toujours pas comment faire compte tenu du niveau de l'économie de nos pays, parce qu'il ne faut jamais parler de ces choses en les séparant du niveau de l'économie. La publicité est fonction de l'économie, de la force de l'économie, et même la formation des journalistes, le choix des équipements techniques et autres là. Donc, on peut
faire avec nos moyens. Et surtout aujourd'hui, la voie royale pour moi me semble être l'adhésion au réseau d'échange de programmes et de nouveaux sommet qu'a mis en place l'UAR. Parce que c'est un milieu où on va avoir des programmes de toute qualité. De toute qualité, il nous arrive par jour de diffuser à travers notre réseau une cinquantaine, une soixantaine de programmes. Alors, on a sur le continent de vraies pépites, on a de vrais talents, notamment dans le secteur de la production audiovisuelle. On a des réalisateurs de génie. On assiste quand même à une difficulté. On le voit, on observe cette difficulté à pouvoir accéder au financement. Est-ce que l'UAR a un rôle à jouer là-dessus pour soutenir aussi les producteurs africains? Alors, deux choses. D'abord, je profite de cette antenne pour dire que nous sommes en train de négocier actuellement avec l'AFD et beaucoup d'autres fondations la création d'un hub africain, c'est-à-dire que ça va être une sorte de petite banque qui va nous permettre de soutenir les producteurs en Afrique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Lorsque je vous parle du réseau d'échange, dans le réseau d'échange, on peut venir vendre. On ne donne pas cadeau tout ce qu'on a. Ce n'est pas gratuit forcément. Oui, mais avant de vendre quelque chose, il faut produire. Vous venez vendre ce que vous avez et lorsque vous avez vendu 2 ou 3 émissions, elles vous permettent d'être connu et de pouvoir vendre à travers le monde. C'est pour cela que je vous disais qu'au début, il y a la difficulté. Je vous disais au début qu'il faut y croire. Et je vous ai dit, nous on a le réseau. Je vous ai annoncé en deuxième lieu que nous sommes en train de chercher à mettre sur pied un petit fonds de production, un hub, pour soutenir les producteurs africains. Vous voyez, ils sont très nombreux. À un moment, on voyait les télénovelas, on croyait que c'était l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, il y a les novelas aussi. Ça s'appelle novelas? Novelas. Novelas. On a aussi les Bollywood. On a... Voilà. En fait, on a une expression culturelle qui est très diversifiée, qui vient d'ailleurs. Et résultat, effectivement, on ne refuse pas l'ailleurs, mais on voit peu de contenu africain qui valorise nos cultures. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Nigeria, au Ghana? Il y a des maisons de production qui sont puissantes et qui produisent. Même au Cameroun, il y en a. Moi, je pense que le défi de la communication audiovisuelle... Mais sur les grilles des programmes, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour que la télévision joue aussi un rôle d'information, de sensibilisation et de communication autour de tout ce qui fait la richesse de nos environnements, de nos pays? La première des choses, c'est qu'il faut dire que les chaînes de télévision ne sont pas toujours au courant de tout ce qui se passe. C'est bien, comme disait le président de la République du Cameroun, c'est bien de faire, c'est même très bien de faire, mais encore, c'est mieux de faire savoir ce que vous faites. Vous comprenez? Donc, ceux qui produisent, ceux qui ont l'intention de produire, doivent se manifester auprès de ces chaînes de télévision. Et nous sommes prêts à ouvrir notre réseau d'échange, même aux hommes et aux femmes qui ne sont pas des diffuseurs traditionnels. Si vous pouvez mettre à notre disposition des très bons magazines, nous allons les vendre dans le réseau. Nous allons les vendre pour vous aider, c'est ce que nous pouvons faire. Vous savez, dans cette affaire, chacun doit apporter sa contribution. Et ça, c'est notre modeste contribution. Excellent. Alors là, vous nous avez donné une très belle nouvelle, la création du fonds qui va justement accompagner les producteurs africains. Dans quel délai est-ce que vous pensez qu'on pourra officialiser ou annoncer la mise en place effective de ce fonds? C'est très difficile parce que nous sommes en train de parler avec des bailleurs de fonds. D'accord. Vous avez une idée un peu des critères? Comment ça va se passer? Nous sommes en train de travailler sur la question et je ne voudrais pas en dire plus. Alors, j'aimerais avoir votre regard sur l'évolution, justement, du secteur dans des médias au niveau africain. Comment est-ce que vous observez cette évolution et peut-être quels seraient les points sur lesquels vous voudriez attirer notre attention pour que les choses continuent à s'améliorer? Alors, lorsque je me retrouve dans une rédaction aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment vieilli. Ils sont très jeunes, très enthousiastes. Autrefois, nous, on faisait des montages sur des bandes. Aujourd'hui, ils utilisent Internet, ils utilisent le digital, ils sont partout, bien connectés. Donc, ce monde-là s'adapte aux réalités du monde plus global. Qui est plus... C'est une très bonne chose.
Mais cette adaptation doit faire face aux difficultés liées même à l'évolution du monde. Nous, on avait des informations sourcées. Aujourd'hui, vous avez des fake news. Les fake news sont un véritable cancer pour notre profession. Vous imaginez, quelqu'un reste dans sa chambre et il construit une histoire. Une histoire, et le net, le digital aidant, en 30 secondes. On est dans une génération de l'instantané. Voilà. En 30 secondes, il a empoisonné l'ensemble d'un pays, l'ensemble d'un continent et voire du monde. Ceci vous appelle à plus de responsabilité. Mais la responsabilité ne va pas sans le respect de l'homme. Il faut respecter les autres. Savoir ce qu'on peut dire et savoir ce qu'on ne peut pas dire. Mais au-delà de cela, de savoir ce qu'on dit et ce qu'on ne peut pas dire, il faut savoir que sa liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Il faut respecter les règles, la vie, il faut respecter la vie, les règles de nos pays. Et moi, je suis rentré hier d'Addis Abeba, où je suis allé à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, où j'ai pris la parole pour dire que les jeunes aujourd'hui doivent savoir qu'il est plus facile aujourd'hui de mettre le feu dans un pays qu'il y a une cinquantaine d'années. Moi, j'ai vu l'élection présidentielle dans mon pays, le Cameroun, la préélection. Je vous assure que j'ai eu peur, j'ai eu honte. J'ai compris que les êtres humains ne sont pas différents de l'état de nature. Les appels à la haine, tout ce le tribalisme qui est revenu à l'ordre du jour. Et là, ça renvoie quand même à la responsabilité. C'est la responsabilité des acteurs et des journalistes. N'est-ce pas? Si la radio des 1000 collines a été à l'origine de 10 000 morts, aujourd'hui, au Rwanda, aujourd'hui, une telle activité va peut-être causer la mort des millions de personnes. Il faudrait qu'on soit responsable lorsqu'on rentre dans cette profession. Et cela ne s'arrête pas là. Les hommes politiques en Afrique, je l'ai vu, même un peu ici au Sénégal, je l'ai vu un peu au Nigeria, je l'ai vu dans mon pays. Les hommes politiques, n'est-ce pas, ils manipulent les journalistes, les jeunes que vous êtes. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Mais comment lutter efficacement contre cette instrumentalisation aussi dont est victime il faut revoir la législation dans plusieurs pays. Il faut revoir la législation. J'ai lu dans un article récemment qu'un responsable politique demandait, par exemple, dans le cas du pays, de mon pays, d'interdire l'utilisation d'un certain nombre de termes qui ont trait au tribalisme, qui ont trait à la haine et autres. Ça s'est passé au Rwanda. Vous savez qu'au Rwanda, aujourd'hui, on ne sait plus qui est Tutsi, ni qui est Hutu. C'est un succès terrible. Peut-être que dans nos pays, il faudrait qu'on y arrive aussi. L'État doit prendre sa responsabilité. L'État doit comprendre que, certes, on a besoin de démocratie. Moi, je suis pour la démocratie et la liberté de la presse. Mais je suis pour une liberté de la presse qui respecte la vie des autres. Une liberté de la presse qui respecte les institutions de la République. Si on ne peut pas aujourd'hui garantir le vivre ensemble, ça ne sert à rien. Et cette déontologie, vous avez l'impression qu'elle... Mais aujourd'hui, je crois que les jeunes ne s'en rappellent même plus. Les jeunes ne s'en rappellent plus. Vous savez, madame, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un mur Facebook. Quelqu'un peut décider de vous mettre en difficulté en écrivant des textes haineux et autres. Il vient les afficher sur votre... Et il vous fait porter cette responsabilité. Même dans la presse écrite, on le voit souvent. Aujourd'hui, c'est instrumentalisé. C'est inadmissible, ça. En tout cas, ce n'est pas la profession à laquelle nous autres,
on a décidé Mais est-ce que quand les gens de sont... consacrer notre vie. Est-ce que quand on a aussi cette réalité, on voit des journalistes souvent qui n'ont pas suffisamment de moyens ou sont sous-payés ou mal payés et qui se laissent aussi tenter par des tiers qui peuvent leur proposer des sommes d'argent en contrepartie de la rédaction d'un article à charge contre quelqu'un qui n'aura peut-être même rien demandé ou qui n'est même pas forcément au fait. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que justement aussi les chaînes, les médias africains aient les moyens de rémunérer ces professionnels des médias, qu'ils aient la possibilité aussi d'avoir des personnes qui soient bien formées, qui soient compétentes et qui seront respectueuses de cette déontologie dont vous parlez? Alors, votre question a deux aspects. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faille vivre de son pain. Je suis d'accord avec vous qu'il faille avoir le juste salaire de son travail. Il faudrait que les États aident les médias et les journalistes à exercer sérieusement et en toute décence leur profession. Mais il y a un autre aspect, madame, où je ne partage pas votre avis. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devient voleur. Je vous l'accorde. Mais ça renvoie à la formation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va décider ou on va accepter d'écrire un article qui mettra la ville ou le pays à feu et à sang. C'est répréhensible, on est d'accord. Oui, si vous avez cet argent et tout le monde est mort autour de vous, quel sera votre salaire? Quel sera votre gain? Quelle sera votre joie? Grégoire Ndjaga, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous sur cette émission. Mais madame, c'est un plaisir partagé et je voudrais à travers vous féliciter le groupe de M. Maktar pour tout ce qu'il fait pour la communication. Il m'arrive souvent de repartir dans mon pays et d'écouter ce que la belle télévision fait. Vraiment, vous êtes un groupe sur lequel on peut compter et nous nous réjouissons d'ailleurs à l'UAR d'avoir parmi nos membres un tel groupe. Et puis, je voudrais aussi avoir l'honnêteté et l'humilité de dire que tout ce que nous avons fait à l'UAR n'a pas été fait par nous seuls. Nous avons trouvé une bonne équipe, une équipe dynamique et quelquefois c'est d'ailleurs l'équipe qui nous a montré la voie à suivre. Et nous n'avons fait que marcher ou bien essayer de mettre de travailler ensemble. De travailler ensemble, le bout de bois entre eux. Et nous avons le résultat aujourd'hui. Je voudrais donc remercier le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cette équipe formidable. C'est une équipe, il faut le dire, essentiellement faite de femmes. Les femmes ont du talent. Et vous avez l'intelligence de savoir vous entourer de femmes compétentes. Je suis le seul homme. Je suis le seul homme. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'égalité entre hommes et femmes ici, je dis, si on pouvait penser à ma situation, moi je crie tous les jours, je dis, il faut qu'il y ait un peu plus d'équilibre. Mais ils sont là, ils ont pris le pouvoir et je suis très content d'être avec elles. Je voudrais aussi dire que ce qu'on annonce aujourd'hui ou présente comme étant notre grand succès, la question des droits de retransmission, la question de la CAN et autres, il faut remettre tout cet honneur, toute cette gloire à la Confédération africaine de football et à son président, M. Ahmad Ahmad, qui a su, qui a compris les enjeux de cette situation. Il a compris que les Africains devraient gérer eux-mêmes ce secteur. Il a fait confiance à l'UAR. Il a été impartial, il a été, comme je le disais tout à l'heure, il a fait preuve d'un panafricanisme qui provoque l'admiration de tous. À lui, à M. Ahmad Ahmad et au Conseil exécutif, nous disons merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. C'est moi, madame. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de l'émission À la Une, une émission préparée avec le cabinet Global Mind Consulting sur votre chaîne panafricaine internationale Label TV. C'était un plaisir, on vous espère nombreux pour les prochaines éditions. N'hésitez pas à partager, relayer et puis aussi partager vos commentaires sur notre site internet. À très bientôt, au revoir.